Bonjour à tous. Je suis donc Pierre-Yves Loec, je suis dirigeant d'une entreprise de communication qui s'appelle Nobilito, membre du CJD, Centre des jeunes dirigeants de Nantes, et de Réseau Entreprendre Atlantique. Ce matin, on va animer un atelier donc, avec nos deux intervenants que je vais vous présenter dans un instant, qui va parler à la fois de transformation digitale d'une PME, qui intervient en B2B, ce qui est le cas de beaucoup de dirigeants évidemment de Loire-Atlantique et de nos territoires. Et puis on va également parler d'Internet des objets, de IoT. J'ai découvert ce trigramme là récemment et donc j'en fais mien aujourd'hui. Donc l'Internet des objets. L'Internet des objets, vous le connaissez, vous l'avez peut-être dans vos voitures, c'est votre Coyote pour ces messieurs qui roulent vite. C'est un certain nombre d'objets comme ça qu'on peut utiliser et on va voir que ça peut aussi être porteur de transformation digitale dans nos PME sur des applications qui sont beaucoup plus concrètes. Pour nous en parler aujourd'hui, un grand témoin, Anne Bluteau, qui est donc directrice marketing de Parade. Parade, c'est 40 ans d'existence, 120 collaborateurs, 25 millions de chiffre d'affaires. C'est une filiale du groupe Eram qui distribue donc, et fabrique des chaussures de sécurité. Elle a fait carrière, Anne, dans le marketing, dans des marques plus traditionnelles de la chaussure, chez Hero, chez Melo Yellow, les Tropéziennes. Et aujourd'hui, elle contribue donc fortement à la digitalisation de son entreprise au travers d'un projet de chaussures connectées. Julien Larfouillou, notre expert. Bonjour Julien. Il est responsable projet e-santé et IoT. Donc on va parler d'IoT aujourd'hui. Retenez bien ce que ça veut dire. Internet of Things, je le répète. Au sein du nouveau groupe Vive. Le groupe Vive, c'est quoi? C'est le rapprochement d'Harmonie Mutuelle et de MGEN. 35 000 collaborateurs, 10 millions d'adhérents, 10 milliards de chiffre d'affaires, une petite PME locale. Et il intervient sur la mise en place de nouveaux services innovants dans la santé. Ces services donc s'appuyant sur des objets connectés, ce qui explique sa présence à nos côtés aujourd'hui. Anne, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, voilà, donc ça c'est le nom d'Anne. Je me rends compte que j'ai la zapette, que je ne vois pas l'écran, donc vous m'excuserez les problèmes de synchronisation. Juste un mot rapide, vous pouvez poser vos questions tout au long de cette conférence sur eval avec un s.fr ou evals.fr avec le code DC17 sur votre mobile. N'hésitez pas. Alors, dans le projet de transformation digitale de Parade, Anne, il y a un contexte et un ordre des choses qui est intéressant de rappeler, et notamment le fait que ce qui a préguidé cette action, c'est d'abord le business. Alors effectivement, c'est le business. Il faut savoir que Parade a un business model en B2B, donc on revend l'ensemble de nos produits à des distributeurs qui vont les revendre à des utilisateurs. Et le fait de passer d'abord sur des outils de pilotage de l'activité commerciale et un site web qui permet de remonter des informations, c'est une vraie volonté. Et ça, elle est née à l'arrivée du nouveau dirigeant de l'entreprise il y a 4 ans. Donc une impulsion forte tout d'abord, c'est le premier point pour Parade. Et qu'est-ce que c'est derrière? C'est finalement un site internet. Alors on dit toujours pour une marque qui veut étendre ses territoires, c'est un basique aujourd'hui d'avoir un site internet et qui permet de étendre les territoires certes, mais aussi d'aller reconnaître des prospects. C'est ce qu'on a mis en place en développant en fait des outils qui permettent à la fois de reconnaître et de qualifier des prospects de façon à savoir s'ils sont prospects ou prospects chauds, avec des indicateurs tels que la fréquence, la récurrence. Et ça nous permet de pousser l'information à nos équipes de vente pour intervenir au bon moment, proposer une offre qui soit sur mesure et surtout pour des clients qui en ont vraiment l'usage. Donc ça, c'est vraiment une force pour les équipes commerciales. L'objectif de Parade, ça a été très 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 rapidement de se pencher sur la question de l'objet connecté. Et donc, comment on s'y prend et comment on démarre ce type de projet? Alors c'est vrai que notre première motivation, ça a été de créer de la valeur. Quand on est une entreprise industrielle française, on sait que la course au volume, on ne la gagnera pas nécessairement. Et on a dans les gènes de l'entreprise la qualité des produits qu'on fabrique depuis 40 ans. Donc c'est vrai que créer de la valeur, c'était pour nous important. Et depuis toujours, on avait cette ambition d'avoir des objets connectés. Mais pour ça, mettre de l'électronique embarquée dans de la chaussure, il faut que la technologie, elle soit préhensible. On n'est pas ingénieur dans le groupe. Il faut qu'elle soit mature, la miniaturisation. Donc on a très vite, une fois qu'on avait commencé à vraiment mettre en œuvre cette ambition, on s'est dit ok, on veut devenir leader de la chaussure connectée. Alors c'est bien de se le dire, mais une fois qu'on se l'est dit, c'est comment on y va. Et en fait, on a développé 2 cas d'usage qui sont le DATI et le géofencing. Donc le DATI, c'est la détection de chute
qu'on a mis en place pour les travailleurs isolés. Donc c'est de la protection pour les travailleurs isolés. Et la deuxième chose, c'est le géofencing. Donc on a intégré dans la chaussure des capteurs qui nous permettent de protéger des zones pour les travailleurs. Donc c'est de la sécurisation de zones. Et quand on a développé, identifié ces deux cas d'usage, on a créé une marque pour porter ça. Donc c'est Izome, qui est une gamme de la marque, de l'entreprise ERAM, pour vraiment mettre le premier pied vers effectivement l'objet connecté. Alors, quand on décide de devenir une entreprise, parce que pour rappel, Parade a 40 ans, fabrique des chaussures de sécurité, donc on n'est pas vraiment dans la high-tech. Et comment on insuffle une nouvelle culture pour justement développer ce type de projet ? Alors vraiment, le point, c'est de ne pas vivre en autarcie. Alors surtout quand on est industriel, on a tendance à regarder nos machines, notre usine, notre R&D, enfin tout ce qu'on fait très bien depuis des années. Et puis en fait, la première chose qu'on doit faire, c'est surtout de regarder à l'extérieur. Donc en fait, on a regardé à l'extérieur, on a cherché des partenaires. Le process industriel, il est long. Il est extrêmement long entre le moment où on décide et on a l'ambition et puis le moment où le produit va aller sur chaîne et en industrialisation. Et donc en fait, on a d'abord cherché à aller vite. On a cherché une start-up qui nous permettait d'avoir une technologie entre guillemets prête à l'emploi, parce que c'est jamais prêt à l'emploi en fait quand on regarde vraiment, mais dans l'idée prête à l'emploi, qu'on a réintégré dans nos produits, de façon à pouvoir aller très vite le présenter au marché, donc le marché et les utilisateurs. Et c'est eux qui nous ont dit la pertinence ou non du marché. Donc ça a été le premier step pour nous, acquérir cette technologie entre guillemets prête à l'emploi. Et le deuxième, c'est qu'on se rend bien compte que les cas d'usage, ils sont extrêmement nombreux et qu'on doit avoir la maîtrise de cette technologie embarquée. Et donc on s'est rapproché de pôles de compétitivité. Donc comme on est basé dans le Maine-et-Loire, tout simplement WeNetwork, avec la Cité aussi des objets connectés, qui est basée donc sur Angers, ou EMC2 qui est sur Nantes. Et en fait, en se rapprochant de ces pôles de compétitivité, on a vraiment cherché à trouver les meilleurs experts, les meilleures compétences, parce qu'on sait que cette agilité, pour aller vite, on dit on veut devenir leader et aller vite, il faut que ce soit les meilleures compétences pour prendre les meilleures décisions dans un temps rapide. Donc voilà, on s'est associés en fait et on cherche à avoir la maîtrise de cette technologie également. Bien, donc du coup, j'imagine que tout ça, ça a un impact fort sur l'interne de l'entreprise et que ça nécessite vraisemblablement de faire évoluer aussi les méthodes de travail. Alors oui, les méthodes de travail, encore une fois, je le redis, on avait un process très long, donc très cadencé. Alors il faut savoir qu'on avait déjà bien travaillé sur l'accélération et l'agilité, mais c'est vrai que de travailler avec des partenaires extérieurs, ça nous a forcé à aller encore plus loin que ce qu'on avait déjà entrepris, sous deux aspects. Donc le premier, c'est chef de projet. C'est qu'à un moment donné, il fallait vraiment qu'on soit en mode projet, toutes les équipes. Quand on est arrivé à détecter ces deux cas d'usage, je vous ai parlé du travailleur isolé et du géofencing. Il faut savoir que les travailleurs isolés, il y en a 1 500 000 en France, donc seulement en France. Donc il y a vraiment des marchés à aller acquérir, mais en fait pour arriver à ces deux cas d'usage, on a d'abord fait un atelier de travail avec toutes les compétences de l'entreprise. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants chez Parade. Il y a 3 ans, 50% des effectifs de l'entreprise n'étaient pas encore arrivés. Et c'est des entreprises c'est des personnes qui arrivent de différentes cultures. Ça peut être de l'automobile, c'est aussi du luxe, Vuitton pour pas les citer, mais c'est aussi de la cellule innovation de Decathlon. Donc en fait, on a commencé à faire un atelier de travail avec toutes ces compétences d'horizons complètement divers, donc surtout pas de la chaussure de sécurité. En tout cas, il y avait peu finalement de représentants. In fine, c'était assez équilibré. Et on a listé 80 cas d'usage. C'est-à-dire que en s'attachant, en se disant chaussures et connexions, quels sont les services qu'on peut apporter supplémentaires, quelles que soient les cibles, 80 cas d'usage. Donc c'est vrai que cette première chose, ça a été de se dire, ok, on lance un projet, on met les équipes en marche. Donc ça a été le première transformation, se mettre en mode projet, mais le mode projet en version agile. C'est-à-dire qu'on a testé des outils pour pouvoir aller vite avec l'externe, je vous parlais des partenaires, mais aussi avec l'interne. Et là, en fait, on a testé des choses et puis on a vite trouvé que finalement, c'était pas forcément les bonnes. Donc, on a aussi fait nos petits apprentissages. On a testé des outils qui étaient payants sur le marché, qui permettaient à la communauté des gens qui travaillaient sur le projet de pouvoir échanger, partager, classifier, prioriser, enfin bon, de la gestion de projet. Finalement, en faisant cela, on a cloisonné le projet, c'est-à-dire qu'il n'était plus ouvert à l'entreprise, c'est-à-dire que toute personne qui n'avait pas le fameux outil ou logiciel à disposition ne pouvait pas travailler dessus. C'est-à-dire que nos équipes de vente, ADV, n'y avaient pas accès, nos équipes commerciales, pas nécessairement non plus. Donc finalement, on s'est très vite aperçu que cet outil était délaissé au profit d'outils on ne peut plus ouverts, tels que des Google Slides, des Google Sheets, enfin tout ce qui peut être de la planète open source, de façon à ce que chacun puisse y avoir accès et en fait puisse contribuer au projet. Donc voilà. Ok, donc ça a un impact fort quand même sur l'organisation.
Et donc, pour rappel, hein, donc, Parade, 40 ans d'existence, 120 collaborateurs, donc une bonne partie de l'effectif qui est nouveau, qui vient compléter les effectifs existants pendant la montée en charge du projet. Donc, oui, c'est vrai, n'hésitez pas. C'est un atelier formidable. Voilà, en salle 200. Bref, c'est très déroutant, cette petite voix qui vient vous parler au milieu de l'atelier. Donc, je ne sais plus où j'en suis. Alors, l'idée, c'est ça, oui. Donc, Parade, 40 personnes, 40 ans, 120 personnes, beaucoup de changements de méthodes et d'outils de travail. Et finalement aussi, comment dire, le premier objectif de business, qui était le premier objectif de ce projet, c'est comment on le met en place. C'est quoi les outils qui sont déployés? Qu'est-ce qui est, comment dire, qu'est-ce qui constitue cette part de ce projet? Alors c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de la première étape qui est à la fois simple et évidente, mais qui est d'avoir un site qui soit vraiment un décupleur, enfin qui soit vraiment un accélérateur sur la génération de leads et la qualification, donc de génération de prospects, contacts qualifiés. Et en fait, derrière, c'est quoi qu'est-ce qu'on a mis en place? On a mis en place un outil CRM avec tout ce qu'on peut connaître de marketing automation, de inbound marketing. Et il faut savoir que quand on a un site internet, on a à peu près 2%, enfin en gros en moyenne 2% de taux de transformation, ce qui veut dire, et nous on est encore une fois pas nécessairement sur du business, on est sur du devis, donc c'est-à-dire qu'on a du contact. Ça veut dire qu'on a 98% du trafic qu'on ne reconnaît pas, basiquement. Et en fait, en mettant en place nos outils, qui sont extrêmement puissants, on a pu reconnaître plus de 70% du trafic, et derrière, on a pu transformer, puisqu'on avait tous les outils CRM avec le marketing automation et tous les scénarios qu'on avait pu créer, pour aller qualifier et requalifier, si besoin était, les contacts. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment le premier point, c'est ces outils digitaux, ils nous ont permis d'aller plus vite en expertise, en professionnalisation, pour vraiment donner de l'information à nos équipes commerciales qui soient extrêmement percutantes. On pourrait faire un petit test. Qui travaille dans une entreprise qui intervient sur le secteur B2B, en levant juste la main? Une immense majorité d'entre vous. Et qui vend ses produits en ligne? C'est déjà beaucoup moins gros. Donc on voit bien qu'effectivement, cette logique de nouveaux outils, de nouvelles manières de gérer le marketing nous concerne pour beaucoup d'entre nous. Et donc, effectivement, ce témoignage le rend d'autant plus intéressant. Alors, ces nouveaux outils, ces nouveaux usages, y compris ces nouveaux usages commerciaux, ça doit quand même perturber. Ça doit quand même peut-être, on traque beaucoup d'informations, y compris sur l'activité des commerciaux. Comment on embarque une équipe commerciale dans ce type de changement? Alors déjà, il y a la notion de court terme et de long terme, enfin de priorité en gros. C'est-à-dire que quand on lance des projets d'innovation, globalement, la timeline, elle est assez longue. Donc il y a des moments parfois, il y a des moments clés où certaines équipes interviennent, et puis d'autres, après, elles ne voient plus le projet pendant quelques mois, et puis le projet revient. Et ça, c'est assez perturbant, parce que finalement, l'innovation, ça ne crée pas du chiffre à court terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas fait 1 euro de chiffre d'affaires avec ce que je suis en train de vous présenter. Mais j'espère revenir bientôt et vous dire que c'est super et que ça marche très bien. Mais en tout cas, effectivement, je n'ai pas fait de chiffre d'affaires. Et ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à expliquer aux équipes que c'est normal qu'on surinvestisse maintenant, parce qu'en fait, on va créer un nouveau marché pour plus tard, et du coup, ça a complètement du sens. Donc ça a été un premier point, la gestion de cette notion de vision court terme et moyen terme. Donc là, on a vraiment redonné du sens, en fait. On a expliqué, réexpliqué, partagé plus d'informations, ce qu'on ne faisait certainement pas assez, mais ça, c'est un point important de la transformation, parce que sans les hommes, en fait, s'ils ne croient pas au projet, on n'arrive pas à faire grand-chose, parce qu'il faut aussi de la réactivité. Et le deuxième point, c'est sur la partie pilotage de l'activité commerciale. Je le disais tout à l'heure, mais le fait d'aller vers l'excellence et l'expertise, c'est forcément plus de structure. C'est-à-dire qu'on passe d'une culture, entre guillemets, de l'autonomie, où il y a plein de bon sens, et il ne faut pas tout jeter, on le sait bien, mais il y a plein de bon sens et des outils un peu qui fonctionnent, mais qui ne sont pas très cadrés, à beaucoup plus de structure. L'outil CRM, c'est clairement ça, pilotage d'activité commerciale, du reporting. Et là, du coup, il y a une certaine méfiance qui s'installe en se disant, mais attendez, qu'est-ce que ça a comme impact en temps 1? Encore une fois, on va donner de l'information, mais moi, par exemple, équipe de vente, en quoi ça m'aide en temps 1? Donc c'est vrai que cette vigilance par rapport aux outils, c'est vraiment ce qu'on a ressenti en temps 1. Et après, on a vu aussi, en mettant en avant tous les reportings et la façon dont ça les aidait pour préparer en fait, leurs rendez-vous commerciaux, être beaucoup plus précis, impactant, et puis intervenir, enfin changer un peu le cadencier. On a vu que
ça changeait les rituels et finalement les rituels de vente et finalement les équipes l'adoptaient de mieux en mieux. Pour notre part, ces obstacles-là, on sait que la prochaine étape, c'est tout simplement, pour répondre à ces deux obstacles, du management visuel, parce qu'il faut qu'on arrive à donner, à rendre visible ce qui n'est pas visible. Donc en fait, et ça c'est vraiment un sujet de fond pour redonner ce sens au quotidien, j'ai envie de dire. Très bien, donc beaucoup de changements, vous l'avez compris, des changements au niveau RH, des changements au niveau des habitudes de travail, des changements au niveau des outils. Un projet très fédérateur qui est donc celui d'un objet connecté. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, ce changement, il ouvre de nouveaux horizons. On a embarqué de la technologie dans la chaussure. Pour quel type de marché? Alors on voit que ça a ouvert des marchés même vers le B2C, vers des usages qui sont complètement nouveaux, qu'on sort complètement de la chaussure de sécurité. D'ailleurs, on se rapproche pour le coup des usages qui sont étudiés et mis en œuvre dans les services que vous développez, Julien. Donc tout ça est intéressant. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Anne? Alors, effectivement, alors là, c'est une vision dans un premier temps assez pragmatique, c'est-à-dire que quand on investit en R&D, à un moment donné, on se pose la question, est-ce que les usages que l'on est en train de développer, est-ce que ce produit connecté peut servir à d'autres populations? Mais quand je dis servir, c'est apporter un vrai service. C'est vrai que les objets que l'on fait aujourd'hui ont une vraie vocation d'apporter de la valeur à ces usagers ou aux personnes qui les préconisent. Et donc très rapidement, sur la partie détection de chute, on a déterminé une nouvelle cible qui était les seniors et les personnes fragiles. Et on a créé une marque qui s'appelle Yvonne. Donc Yvonne, c'est la chaussure connectée pour les seniors libres. Donc on a lancé cette marque en février de cette année, on l'a présentée à la Silver Eco en mars et on a eu le prix d'innovation pour ce produit. Donc ça nous permettait encore une fois de vite voir si le marché avait une appétence et s'il y avait déjà auprès des professionnels, parce que là on ne parle pas de B2C mais de B2B, c'était un premier rendez-vous professionnel, de voir si ça avait du sens. Et c'est vrai que quand on dit on va cibler un nouveau marché, donc on sait bien parce qu'on se dit très bien on passe du B2B au B2C, la problématique c'est qu'on s'ouvre à un nouvel écosystème. C'est-à-dire que autant vous dire que la Silver Eco, bien sûr on a quelques notions, mais la e-santé un peu moins, ou encore moins. Et donc on a vraiment eu besoin d'être en immersion dans cet écosystème pour trouver et comprendre les bonnes parties prenantes. À l'externe, parce que du coup, c'est quels sont les docteurs qui sont référents sur la marche, par exemple. Donc, on travaille avec le Gérontopole qui est sur Nantes et Angers, avec le docteur Beru, pour ceux qui connaissent, qui est vraiment un spécialiste de la marche. Donc, on s'est vraiment rapproché, du coup, et c'est ce qu'on est en train de faire, de tout l'écosystème, parce que c'est un nouveau marché, et pour répondre vraiment précisément avec un produit qui apporte de la valeur, il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Ça, c'est pour l'externe, mais c'est aussi pour l'interne. Parce que finalement, un nouvel écosystème, c'est aussi comment on arrive à le diffuser et à l'infuser à l'ensemble des équipes. Parce que passer de la sécurité, quand on vend nos produits, que ce soit à Airbus, à la SNCF ou au Charpentier qui est près de chez nous, d'un seul coup, on voit bien qu'on n'a pas les mêmes logiques si on parle d'une personne fragile qui a un problème de santé et qui doit pouvoir avoir un système d'alerte. Donc c'est vrai que c'est comment on l'infuse aussi en interne qui est très important pour pouvoir, encore une fois, aller vite et être tous pertinents dans nos prises de décision. Donc ça, c'est l'écosystème global. Très bien. Peut-être un mot, Julien, justement du marché de la e-santé, des nouveaux usages, un éclairage de ce que vous aussi pouvez mettre, vous, en œuvre au groupe Vivia. Peut-être juste se dire aussi que le virage que vous prenez, il est assez intéressant dans le sens où vous passez finalement d'un positionnement de fabricant de chaussures de connecté à finalement un offreur de solutions sur la sécurité globale. Et au-delà de la transformation des entreprises, c'est la transformation de vos relations avec vos clients. Les impacts ne sont pas les mêmes. En caricaturant drôlement le propos, j'imagine, mais jusque-là, vous protégez les doigts de pied ou les chevilles des salariés. Maintenant, la promesse que vous faites, c'est sauver la vie de ces collaborateurs. C'est-à-dire s'il y a une chute, une situation d'urgence, l'exigence de sécurité, la qualité que vous avez développée sur un produit, elle doit se retrouver sur le service. Et là, le virage organisationnel, il est important, mais aussi sur la promesse qui est faite. La démonstration de la promesse, elle est importante auprès des clients. Peut-être le deuxième impact aussi en termes de solutions connectées. Il y a deux choses qui me viennent à l'idée. Le fait de se lancer dans l'approche connectée. Le tout premier point, et c'est assez naturel quand on parle de
de connecter, souvent, c'est le marché de la high-tech qui vient spontanément en tête, et parfois même, malheureusement, trop vite, la notion de gadget. Et c'est un des problèmes aujourd'hui de ce marché, le fait qu'il n'émerge pas, c'est qu'on remet tout de suite en question la qualité des produits. Le fait de connecter un produit, il est forcément moins bien que s'il avait été fait sans connexion. En tout cas, dans l'état d'esprit aujourd'hui, parce que ça devient un produit gadget, quoi. Et l'enjeu pour vous, en tout cas tel que je le note, c'est que la sécurité et la qualité des produits que vous avez développés avec vos chaussures, vous avez, j'imagine, un nouveau travail à convaincre aussi sur la sécurité du service que vous apportez, parce que c'est plus le même métier, et sauver la vie des gens, c'est un autre métier. Peut-être le deuxième point aussi sur la partie connectée. Là, c'est toujours le regard de l'usager. Vous êtes sur des travailleurs du coup isolés. Vous avez parlé de geofencing. Donc, vous parliez tout à l'heure de flicage à travers le CRM. Mais effectivement, les usagers, en tout cas les travailleurs isolés, ils peuvent avoir aussi ce sentiment d'être fliqués. Alors, ils ont dépassé une zone. Et on a du coup mesuré leur temps passé à marcher. On sait où ils étaient, ou on sait où ils n'étaient pas, on sait où ils auraient dû être, etc. Là aussi, il y a dans les messages pour convaincre d'autres approches. Vous avez eu l'intelligence de faire des produits qui sont sans couture, comme on dirait, là où la connectivité s'intègre de manière totalement invisible dans le produit. Et ça, je pense que c'est un vrai atout aussi. C'est tout l'intérêt, la pertinence de l'IoT aujourd'hui, c'est que ça s'intègre vraiment sans couture. Pour la partie élargissement, nouveaux métiers liés vraiment plus spécifiquement à la santé, même si la sécurité en est déjà. Peut-être se dire que vous avez planté des drapeaux assez intéressants à travers les travailleurs isolés. Vous allez devoir travailler donc sur l'urgence, le traitement d'une urgence. Si vous trouvez des bonnes réponses pour rassurer sur le flicage, il faut savoir que les aînés ont également, quand on va toucher à des systèmes de téléassistance, si toutefois ça rejoint cet écosystème-là, mais la téléassistance est également un domaine où les aînés ont le peur du flicage. Ils ne veulent pas rendre de compte à qui que ce soit, ni même une plateforme assez proche, etc. Donc si vous arrivez à trouver la clé... Surtout si l'objet est fourni par sa belle-fille. Par la belle-fille ou son beau-fils. Voilà. Oui, par le beau-fils. C'est souvent oui, ça peut être mal vu. Je ne sais pas comment répondre à ça parce que c'est totalement vrai. Ça n'appelait pas de réponse. Donc voilà, vous allez en tout cas avoir affaire à des nouveaux comportements. Ce n'est plus un produit mais bien un service et qui a des impacts du coup totalement nouveaux. La difficulté pour vous, en tout cas peut-être dans les approches, mais vous avez l'air d'être bien encadré par les écosystèmes, et c'est que les types de chute d'un travailleur isolé ne sont probablement pas les mêmes que les types de chute des aînés, ne serait-ce que par les lieux. Un travailleur isolé peut se retrouver à travailler isolé dans des sous-sols de parking, donc il y a des affaires de connectivité et d'assurer le service de sécurité en permanence dans ces lieux-là. Les personnes âgées sont heureusement pas enfermées dans les sous-sols, en tout cas pas toutes, mais elles peuvent être dans des lieux a priori aussi où la connectivité passe moins parce qu'elles sont isolées en termes géographiques. Et puis également sur les détections de types de chute, ce ne sont pas les mêmes quand on équipe quelqu'un qui travaille chez GRDF ou ERDF et qui tombe d'un pilier, ce n'est pas les mêmes types de chutes qu'une personne âgée. Une personne âgée ne tombe jamais violemment, ce qu'on appelle c'est plutôt des chutes molles. Elle est assise à table, elle se prend les pieds dans le tapis, etc. Donc c'est probablement d'autres capteurs et donc pas tout à fait les mêmes indicateurs à développer. Néanmoins, l'écosystème est intelligent, en tout cas sur le développement de ce périmètre, mais les enjeux ne sont plus au même endroit, en tout cas. Alors, donc on voit qu'effectivement ces changements peuvent impliquer beaucoup d'évolutions sur la proposition de valeur. Et justement, Anne, sur cette chaîne de valeur, qu'est-ce qui change aujourd'hui pour Parade? Pourquoi cet objet connecté? Pourquoi cette nouvelle démarche commerciale ont modifié la chaîne de valeur? Clairement, effectivement, on parle de chaîne de valeur, on pourrait aussi parler de business model, mais le fait, et Julien l'a très bien dit, on passe d'un marché où on va vendre un produit à un marché de services, où je vais vendre un service avec une offre récurrente. Ce qui veut dire que la chaîne de valeur, elle est complètement changée. Ça veut dire que quel est le rôle du distributeur, qu'il soit en B2B ou B2C d'ailleurs, dans tout ça. C'est vraiment un point qui est très important dans notre façon d'aborder le sujet, parce qu'on rentre dans l'économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire que quand je disais, et je rebondis sur le mot que Julien employait, qui est le mot gadget, on veut créer de la vraie valeur. C'est pour ça qu'on est obligé et on s'oblige, on se contraint, mais c'est aussi notre passé industriel, mais d'aller vers les meilleurs experts. Donc effectivement, par exemple, le CHU de Troyes travaille sur la chute, et puis le CHU d'Angers travaille sur la chute molle. Donc c'est pour vous dire que voilà, on va quand même assez loin dans l'expertise, et on doit l'acquérir pour pouvoir proposer les bonnes solutions. Sinon, le produit il sera obsolète, il verra juste pas le jour, ou alors il verra le jour et puis il n'y aura pas de marché derrière.
Donc ça, c'est vraiment un vrai sujet sur le business model. Et puis sur toute la partie, pour rebondir sur ce que disait Julien sur la partie IoT, effectivement, on n'est pas des ingénieurs. Par contre, on acquiert cette connaissance, enfin en tout cas une partie, et on sait effectivement que selon les lieux, selon les cas d'usage, les technologies vont être différentes. Donc ça veut dire que pour ceux qui sont connectés en 2.0 ou 4.0, on va prendre du ultra wideband ou des réseaux type LoRa sur de l'indoor, et puis on va prendre du GPS sur de l'extérieur, et puis en fonction de... C'est pas facile. Dans l'espace expert. Hein, donc. Je fais une petite pause. Merci. Vous l'entendez vous aussi la voix ou il n'y a que nous? Ouais. Ah, ok, c'est cool. Donc voilà, donc, juste pour dire qu'effectivement, selon les cas d'usage, les technologies, elles sont différentes. On commence aussi à monter en expertise sur ces technos-là, de façon à pouvoir prendre plus vite les bonnes décisions. Donc voilà, mais en tout cas, effectivement, sur le business model, pour nous, c'est important. La chaîne de valeur, elle va être modifiée profondément, et on travaille beaucoup dessus pour voir où est-ce qu'on doit apporter de la valeur pour avoir une vraie valeur ajoutée sur le marché. Très bien. Donc c'est des nouveaux business models avec du business récurrent qui peut être envisagé. C'est de la vente de services, donc tout un tas de nouveaux horizons, de nouveaux marchés et de nouveaux horizons de business qui se sont ouverts au travers de cette démarche. Et justement, comment dire, cette démarche, peut-être juste deux, trois remarques sur ces points qui sont vraiment pertinents en tout cas. Ce qui est important à retenir sur les nouveaux business models, c'est bien de se dire que le connecté, c'est pas juste rajouter un prix sur un produit existant parce qu'on offre un service, quoi. Non, vous l'avez bien dit, c'est bien, on propose le service. Le produit a une valeur différente. Peut-être que son coût de production est noyé dans le service. En tout cas, c'est pas juste se dire parce que c'est connecté, du coup, c'est plus cher. En tout cas, il y a une difficulté à surmonter. C'est bien de se dire qu'il y a un autre effort de ce type à faire. Le deuxième point, c'est que bienvenue dans le monde de la santé. Et aujourd'hui, percer en e-santé, c'est vrai, sans travailler avec des professionnels de santé, sans avoir un tampon pour dire que ça a été validé, etc., c'est impossible. Donc la démarche, elle est vraiment, je pense, adaptée. Mais c'est une nécessité aujourd'hui, quoi. Et puis, ça a un autre avantage, c'est que faire sans les professionnels de santé, c'est qu'aujourd'hui, ils se rendent compte que ces nouvelles technologies, ce ne sont pas que des outils finalement, que eux-mêmes, leur propre modèle, leur propre approche, les propres services, les propres approches du soin va évoluer. Et si on les zappe, c'est se les mettre à dos très, très vite, et on n'a pas, je pense que personne ne peut se permettre ce point-là. Et puis le dernier point, bienvenue aussi dans le domaine de la data sensible et de la donnée de santé. Et c'est là que la valeur va être générée pour les clients et puis pour vous, avec un certain nombre de nouvelles contraintes, peut-être que vous n'aviez pas jusque-là sur ce périmètre de data sensible, avec une réglementation là, qui va voir le jour en mai l'année prochaine, qui va encadrer d'autant plus les choses et qui va impacter les organisations très concrètement avec la mise en place de référents CNIL, etc. Voilà. Alors donc, petit clin d'œil pour saluer le travail réalisé, c'est que vous exposez donc l'ensemble de ces innovations à Las Vegas. Oh là là. Je ne sais pas comment le dire autrement. On ne peut pas dire Las Vegas normalement. Je le dis pareil. Las Vegas. Voilà. Oui, alors au-delà du voyage qui peut être très sympathique pour aller découvrir un autre circuit de distribution, enfin en tout cas un marché bien différent, effectivement, notre ambition, c'est d'avoir une dimension internationale. Donc c'est vrai que quand on a été sélectionné au CES, pour nous, c'est très important parce que pour information, on a déjà été contacté par des distributeurs américains et des japonais. Donc on voit bien très vite, et ça c'est sous l'angle Yvonne, donc la chaussure connectée pour les seniors, on a très vite vu que c'était une problématique mondiale. Donc ça c'est vraiment un point qui est important. Et encore une fois, ce qu'on voudrait éviter, c'est de faire un produit très bien fait par des Français pour un marché français, et puis dans 5 ans se poser la question de ah bah mince, comment je fais pour internationaliser, et du coup devoir changer notre techno parce qu'elles vont pas. Bon. Donc en gros, on est vraiment dans cette démarche-là. La visibilité qu'on va avoir au CES sera vraiment à des fins de distribution et de trouver les bons partenaires sur place. Donc il y a vraiment un objectif qu'on s'est assigné qui est assez clair. Et il faut savoir que depuis, on a appris il y a quelques jours qu'on a été aussi sélectionné pour être accompagné dans un programme qui s'appelle Big Booster, qui est à Lyon. Entre autres, et qui a pour vocation à accélérer les startups sur entre autres la e-santé, mais il y a d'autres volets, encore une fois à des visées internationales. Donc ça, pour nous, c'est vraiment un point essentiel, c'est de se dire, on fait un produit, mais on va tout de suite le positionner idéalement mondial, de façon à pouvoir répondre à pas un seul marché, mais à tous les marchés sur une problématique donnée.
Donc voilà, et d'ailleurs j'en profite, si vous voulez voir nos produits, vous n'avez pas à aller au CES, ils sont au stand GRDF, donc si vous voulez y aller pour la partie chaussures connectées Izome, donc qui est ici dans les locaux. Voilà pour ce témoignage. Merci Anne. Julien, peut-être un dernier mot pour conclure sur cette approche nouveau modèle, nouveau marché et IoT. Oui, juste un mot peut-être. Alors, chacun dira ça de sa filière, mais en tout cas, en santé, on a la conviction que le côté connecté, l'IoT, va vraiment être source de progrès. Progrès pour les médecins, progrès pour les patients, pour les utilisateurs. Et en tout cas, c'est le pari, nous, que l'on fait. Et on cherche à se battre sur ces fronts où la gadgetisation prend malheureusement le pas sur des solutions utiles. Le fait de rendre invisibles des choses, le fait de les penser avec les utilisateurs, avec toutes les parties prenantes, c'est ce qui va donner de la crédibilité à ces enjeux. Voilà, nous en tout cas on fait ce pari que demain ces technos permettront d'apporter des réponses à des maladies, à des maux qui sont aujourd'hui peu adressés. Et évidemment que l'accélération de cette filière aujourd'hui qui doit encore trouver son modèle économique, il n'y a pas de grand gagnant aujourd'hui dans la e-santé. C'est un enjeu particulier et travailler en écosystème est un véritable enjeu. Voilà. Merci Julien. Donc, du coup, il nous reste 10 minutes maintenant pour les questions-réponses. Donc, vous avez vu beaucoup de thèmes abordés dans ces 35 premières minutes d'atelier. Le thème de la transformation digitale, c'est un peu la logique d'aujourd'hui, il paraît. Le thème, bien entendu, de l'IoT, le thème de l'e-santé, le thème des nouveaux usages, le thème des nouveaux modes des nouveaux modes pour faire du marketing online. Voilà, n'hésitez pas. Et on a tout de suite déjà une première question. Tu veux peut-être un micro? On a quelques questions qui sont arrivées qui ont été postées sur Evals. Je vous rappelle aussi qu'on poursuivra les échanges avec Anne en salle GH, juste à partir de 11h30 jusqu'à midi. Donc n'hésitez pas à poster davantage de questions. La première pour Anne, quelle a été la réponse stratégique apportée par les concurrents établis lorsque Parade s'est diversifié sur le marché de la silver economy? Alors, les concurrents établis, alors si je me positionne en tant que vendeur de chaussures de sécurité, alors ils y vont pas parce qu'ils restent sur leur marché. Donc pour le moment, alors j'ai pas la prétention de connaître tous les acteurs du monde entier, mais globalement de ce que l'on peut voir, et là on est actuellement on a notre plus gros salon international qui est à Düsseldorf en ce moment, donc on a aussi pu voir un peu s'il y avait des choses nouvelles qui émergeaient depuis hier. Sur la Silver Eco, pas, j'ai envie de dire. Après, j'élargirais plus à fabricants de chaussures. Fabricants de chaussures qui veulent aller vers la Silver Eco, oui, mais là, du coup, on connaît les marques qui sont des chaussures non connectées. Et en mode connecté, à aujourd'hui, on n'a pas d'équivalent. On a bien sûr une veille sur des personnes, des startups qui font des produits dans leur garage. Et c'est vrai que la grande force de Parade, c'est de pouvoir industrialiser. C'est-à-dire qu'on les a approchés pour voir justement si ça avait du sens, s'ils souhaitaient qu'on puisse travailler ensemble. Alors certains nous disent non, on veut garder notre autonomie, et on le comprend tout à fait. D'autres, en creusant, on se rend compte que la technologie, finalement, elle n'est pas très aboutie. C'est-à-dire qu'entre le discours et la réalisation, il y a un petit écart. Donc finalement, pas trop d'intérêt pour nous. Donc non, j'ai envie de dire, j'ai pas de référent à aujourd'hui. Très bien. Une question concernant les moyens sur le projet que vous avez mené. Quels moyens avez-vous mis en œuvre pour valider l'appétence du marché à vos produits en cours de développement et quels moyens et comment construire ce bon modèle économique? Alors les moyens, encore une fois, comme on a deux cibles, je vais vous parler des deux, mais la sécurité, alors on a déjà nos clés d'entrée, c'est-à-dire qu'on travaille déjà avec des PSA, des Airbus, des Terena, donc des sociétés qui nous ont permis, quand on a commencé à leur présenter le produit, de faire des bêta-tests. Donc en fait, on est en bêta-test sur la partie Izome, donc chaussures de sécurité connectées depuis le mois de juin, donc c'est encore en cours. On va avoir le retour et on va consolider tous les retours d'expérience, mais là, ça nous permet de valider à la fois l'usage du produit, c'est-à-dire son usage simple. Est-ce qu'il est confortable? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est effectivement sans couture? Et puis l'usage du service, à savoir la détection de chute et le géofencing. Donc ça, c'est le côté user pour Izome. Sur la partie senior, comme on n'est pas encore on l'a pas mis en test auprès d'une population, on est accompagné, on a été aussi sélectionné par la Silver Valley, et en fait on a un design thinking, un accompagnement design qui va durer 4-5 mois, où on va à la rencontre des utilisateurs. Donc là on a fait nos deux premiers
premières sessions dans les 3 derniers mois. Et on a présenté le produit, présenté le service, ils nous ont challengé. Donc on est vraiment en confrontation en fait tout simplement avec nos cibles pour vérifier. Alors il y a du très bon et puis il y a du très mauvais. Donc on ajuste en fait, on ajuste l'offre, on ajuste le produit. Enfin on prend compte de. Le but c'est que ce soit un succès. Donc on est ouvert à toutes les remarques. Donc ça c'est un point. Sur la partie business model, on est en train de travailler dessus. En fait activement, la commercialisation ne se fera pour Izome qu'en février-mars. Enfin on va dire premier semestre 2018. Donc ça nous laisse encore un tout petit peu de temps, mais on a déjà quelques pistes. Mais en fait on rebâtit tout parce que c'est vrai qu'on va dans des contrats de service. Donc quels sont les rôles et responsabilités, la data, on en parlait. Avec la nouvelle loi qui va arriver, qu'est-ce qu'on a le droit de garder, qu'est-ce qu'on ne doit pas garder, comment on doit les sécuriser. Donc on voit bien qu'il y a pas mal de questions. Donc effectivement, sur le business model, on est en train de le construire très activement. Très bien. On a une question technique concernant votre CRM. Alors si vous pouvez nous dire quel CRM vous utilisez et ensuite comment est-ce que vous l'utilisez pour intégrer justement des projets qui sont un projet historique et un projet nouveau. Alors le CRM, donc c'est Salesforce, donc je pense que beaucoup d'entre vous doivent connaître, c'est quand même un gros pilier du monde du CRM. Et en fait, Salesforce a tout un écosystème. Alors dans les applicatifs qu'on peut plugger à Salesforce, il y en a des millions. Donc nous, on a fait notre choix, parce qu'à un moment donné, ça sert à rien d'investir si on n'a pas le ROI derrière. Donc on a fait le choix de quelques outils pour vraiment... Encore une fois, c'était le bond en avant. Alors c'est vrai que le bond en avant, pour nous, il est pour tout, quoi. Pour la chaussure, pour le service, pour nos outils. Mais c'est vrai que c'était ça, c'était de pouvoir aller très loin, très fort, et pouvoir se dire éventuellement après, finalement, il y a peut-être des choses où il faut réduire la voilure, parce que aller très loin, et puis finalement pas s'en servir ou s'en servir à 50%, quel est le sens, quoi? Si derrière, il faut avoir une batterie de 10 personnes qui épluchent effectivement toutes les données du CRM, malheureusement, on n'en est pas là. Il faut savoir qu'il y a 2 ans, il y avait personne, il y a 3 ans, il y avait personne au digital, et qu'aujourd'hui, ils sont 2. Donc voilà, donc effectivement c'est sur comment on l'utilise. Donc tout remonte au CRM. Ça nous permet aujourd'hui d'avoir notre reporting aussi d'activité plus globale de l'entreprise. Donc on a vraiment fait du CRM notre colonne vertébrale. Donc ça remonte dans ce CRM et on redescend les informations pour nos équipes commerciales, pour les challenger, pour faire du reporting. Donc c'est vraiment la première pierre à un projet plus global, puisque derrière il faut changer le RP. Et ça c'est le travail qu'on est en train de mettre en place, puisque ça sera fait d'ici 12 mois. On a lancé il y a 1 mois. Toujours dans la même veine technique, concernant les outils, sur les outils d'accélération Internet, CRM ou des outils collaboratifs, puisque vous menez un projet d'innovation, quels sont pour vous les 3 outils dont vous ne pouvez absolument plus vous passer ? C'est marrant parce que quand vous disiez la question, j'ai pensé à alors Google Sheet, Google Slide et Google Text. Ça, c'est un seul, ouais, c'est ça. seul outil. C'est la suite Google. Non, mais plus sérieusement, sincèrement, c'est ceux qui nous ont vraiment convaincus pour vraiment irriguer toute l'entreprise. C'est-à-dire que c'est pas un apprentissage d'un nouvel outil. On a déjà en fait mis en place tellement de changements. Par exemple, Salesforce, ça impacte directement notre ADV, notre commerce, l'usine aussi en partie. Donc, on a vu que quand on a essayé de monter en puissance trop vite avec trop d'outils, ça n'avait pas de sens. Donc en fait, on est revenu vraiment... donc là, je suis désolée, je ne vais pas apporter une vraie solution, mais on est assez basique, je dois dire, pour le moment. Peut-être juste dans les outils d'innovation, il faut une carte SNCF. En innovation, on voyage beaucoup. Et un téléphone, toujours chargé. C'est très bête, mais dans les outils, au final, il faut être présent et puis bouger beaucoup. On a une question concernant la conduite du changement pour un projet d'innovation et plus spécifiquement concernant la partie RH. Comment est-ce qu'on conduit un changement entre des équipes qui gèrent l'activité historique, le business as usual, et comment est-ce qu'on gère des équipes qui, elles, sont dans des projets d'innovation ? Alors là, c'est le mélange des cultures. Alors, concrètement, que Parade soit dans une démarche d'innovation à marche forcée ou pas, on aurait de toute façon eu cette nécessité d'apporter de la mixité culturelle. Effectivement, on parlait de l'ancienneté des équipes. Il y a beaucoup d'équipes qui étaient là depuis la création de la marque, enfin, depuis très longtemps.
Et en fait, le fait d'apporter des nouvelles personnes qui viennent de l'extérieur, qui sont en moyenne d'âge moins âgées que, que la moyenne globale de l'entreprise, bah, ça a créé des tensions, forcément, parce que c'est pas le même style managérial. Et il a fallu s'adapter, recréer des rituels, en fait, pour avoir des vrais points de rencontre, pour pousser l'information qu'on souhaitait donner. Donc l'accompagnement, on va dire que c'est beaucoup impulsé par la direction générale, par le comité de direction plus globalement, parce qu'en fait le sens il passe vraiment à travers tous les services, et un homme clé qui est notre DRH, qui est d'ailleurs passé transformer RH du groupe il y a quelques semaines, et qui a beaucoup œuvré pour justement donner du sens, créer des rendez-vous. Voilà, par exemple, on a mis en place, alors c'est de la transmission du savoir, mais on a mis en place une école de la chaussure, parce que quand on a des effectifs qui partent pour beaucoup en retraite, il faut pouvoir transmettre le savoir. Donc on a créé et comme il n'y a pas d'école, spécifiquement, on a une usine qui est basée à Jarzé, près d'Angers, donc il n'y a pas non plus un pôle fort emploi sur cette partie-là. Donc on a créé notre propre école pour pouvoir transmettre et garder notre savoir-faire. Voilà, donc en fait, on crée nos propres outils pour accompagner cette transformation et donner du sens. Merci. Une question concernant, on a une question de prospective. Pensez-vous qu'un jour les chaussures marcheront comme les pneus de voiture, avec un indicateur d'usure et dont vous pourrez récupérer les indicateurs sur votre smartphone en étant connecté? Ouais, confère Michelin. Alors c'est vraiment un benchmark pour nous. Ils sont vraiment rupturistes, ils vont vraiment très loin dans l'innovation. Donc et quand on parle de l'économie de la fonctionnalité, c'est clairement ça. C'est clairement de se dire finalement, je peux louer. Demain, on va peut-être tous acheter, ou en partie, une partie d'entre nous, ce ne sera jamais tout le monde, on passe rarement de l'un à l'autre entièrement. Mais en tout cas, on va peut-être, pour une partie d'entre nous, louer nos chaussures et ne plus les acheter. Parce que si on vous dit qu'à 20 € par mois, vous pouvez avoir une paire de chaussures tous les 6 mois pour ce qui est de l'univers de la mode, mais si je parle de l'usage, chaussures de sécurité, il faut savoir que l'une des problématiques qu'on rencontre tous dans nos entreprises, c'est le cash. Donc en fait, aujourd'hui, ça se répercute aussi, par exemple, sur les directions achats. Aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir une visibilité claire et fixe du cash que va générer le pays, donc l'équipement pour la protection individuelle, donc la protection de leurs propres salariés, la location, donc quelque part pour nous, la recette récurrente, le revenu récurrent, c'est une solution. C'est-à-dire que nous, on va assurer de pouvoir avoir un produit qui soit viable 12 mois de l'année, pour idéalement en fait même personnaliser pour chaque user, pour chaque porteur du produit, parce que finalement si on a la donnée, on peut très bien lui dire c'est plutôt telle paire de chaussures pour toi, telle paire pour toi, donc on évite aussi de lisser et de faire quelque chose d'un peu trop uniforme, et donc du coup cette notion d'usage, donc là le cas qui était cité c'était l'usure, mais j'irais même plus loin, c'est tout usage du produit, c'est de dire c'est vraiment de venir séquencer l'offre de service et donner une visibilité. Donc ça va vraiment changer les choses. Merci, excellente journée et excellent Digital Change.